C'est bien la première fois qu'une enquête m'est confiée qui est déjà résolue. Mais enfin, je ne pouvais pas refuser ce contrat dont la rémunération gracieuse me permet de surcroît d'aller faire une promenade en haute montagne, alors que la ville où je vis me fait manquer d'air pur. Cette mission confiée par mes employeurs est simple. Ils me demandent de prendre contact avec leur fille. Pour se rassurer, je dois seulement prendre quelques photos d'elle et lui remettre une lettre. Elle s'appelle Ophélia et elle ne donne plus de nouvelles à ses parents depuis 10 ans. Dès qu'elle a rencontré son mari, elle a coupé les ponts avec sa vie d'avant. Après tout, c'est son droit. Et je comprends qu'on puisse tout quitter par amour, cet amour qui, souvent pour exalter, demande de faire des sacrifices. D'évidence, quand on est choisi par lui, par cet amour qui nous tombe dessus paradoxalement avec sa légèreté, il n'y a plus de choix possible. Mais je comprends aussi le besoin qu'ont ses géniteurs d'être rassurés. Ophélia habite un petit chalet situé sur un haut plateau montagneux. Difficile d'accès et sans électricité, c'est là que se trouve le problème. Arrivé sur le quai de la gare, je descends du train quand je reçois un message de Paul. C'est le garçon du coin qui est censé m'accueillir. Il aura du retard. Je laisse donc sans attendre ma valise à l'office et je décide de rejoindre mon hôtel en partant à pied. 5 kilomètres. Cela me fera prendre ce bol d'air frais que je suis venu chercher. En étudiant le plan sur mon application téléphonique, je trouve un raccourci, mais je me perds dans une forêt lugubre et dans laquelle je marche maintenant péniblement. S'il pouvait s'arrêter de neiger, ce serait plus confort. Mes chaussures ne sont pas adaptées au climat et mes orteils ont la piquette. Ma démarche est lourde. L'amas de flocons qui se concassent sous mes semelles à chaque pas que je fais pèse à mon entrain. Et même si je racle mes godasses tous les 20 mètres sur des troncs d'arbres couchés au sol, je crains de ne pouvoir remonter ce sentier qui mène au village sans faire un malaise. Heureusement, j'ai de l'endurance. Et même si j'ai le pressentiment de remonter à une source d'ennui, je m'amuse à penser qu'ici, perdu dans ce climat rude et glacial, il est impossible de perdre son sang-froid. Quand un cours d'eau me barre la route, je décide de longer la rive jusqu'à trouver une passerelle désuète et présentée par un écriteau indiquant un risque d'effondrement. Comme c'est le seul passage, je n'ai pas d'autre choix que de m'y engager en faisant gaffe de ne pas m'empiéger dans l'un de ces câbles en acier qui dépassent de partout, de ne pas faire de mouvements brusques aussi pour ne pas finir à l'eau dans ce flux tonique emporté par ce courant qui file en dessous de moi et qui me fait peur autant qu'il m'attire. Le vide rendu visible entre les planches pourries de ce petit pont m'attire. Oui, il m'appelle, et si je m'y penche un peu, c'est évidemment pour jouer avec le feu. Arrivé sur l'autre rive, je comprends qu'il sera difficile pour un citadin tel que moi de garder l'esprit au travail dans ce froid polaire. Quand il te saisit, le froid,
il ne fait pas de sommation. Insidieux, il arrive à couper net tout contact entre les membres de ton corps et ta cervelle. En déconnectant le réseau général régi par ta machine cérébrale, il te contraint le froid de l'intérieur au plus profond, passer le muscle, outre le nerf, dans l'os. Il se déchaîne, le froid, avec pour simple objectif de te pétrifier. Alors, pour assurer le minimum de survivance à la corrélation de mes fonctions primaires, pour avancer, je décide de chanter à haute voix. Ça ne pourra que me réchauffer et en cadence, s'il vous plaît. J'accrois donc ma respiration, montrant le rythme à suivre à mes organes, une dynamique. En vérité, je me caille tellement que je délire. De nature cartésienne, je suis quelqu'un de sensé, mais pour la première fois de ma vie, j'espère qu'il existe un ange gardien qui me protège. J'affabule, tu vois. Même si d'habitude je préfère voir avant de croire, cette nuit, les contes de fées m'intéressent. Le froid m'oblige à trouver la force de lutter contre lui, et en me persuadant d'aller vers d'autres croyances plus éthériques, il me voit jubiler d'avoir ce genre de pensée nouvelle pour moi. Il peut se moquer, nous serons deux. À part lui, personne ne le saura, personne n'entendra ce vieux gospel que je chante à haute voix comme une prière lancée au ciel. Je me trouve risible, mais depuis que je flirte avec ma congélation, mon ridicule n'a pas d'importance. Ma mort imminente se trouve aux alentours, elle rôde, et ce qui me rassure, et je veux bien en prendre le pari, c'est que dans cette même situation, la majorité de ceux qui n'ont jamais prié le feront, comme moi et avec la ferveur qu'ont les grenouilles de bénitier. Bah, sans l'être, l'humain est trop prévoyant. Il demande toujours devant le fait accompli. Bah, le froid a pris mon cerveau et je divague. Je ne sens plus mes mains ni mes pieds et j'espère que sorti de mon délire, ce qui rôde aux alentours sera un spectre bienveillant et non pas une bête sauvage de la forêt qui me piste pour me dévorer. Alors, j'augmente le volume. Pour ne pas crever comme un con, je chante encore plus fort, comme si par hasard ici quelqu'un pouvait me sous-entendre. Et même par pitié quelqu'un d'autre que vous, quelqu'un d'une autre espèce et qui serait caché derrière cet arbre, par exemple. Je suppose, et je m'en fiche d'ailleurs, puisque je n'ai pas peur d'aucun être inconnu, pourvu qu'il me réchauffe, à ce point-là qu'il vienne me secourir et qu'il me guide hors de ce bois rempli de sapins, leur cime dressée vers le ciel qui semble vouloir confectionner mon cercueil. Je délire. Mais porté par la transe, j'avance. La brume s'installe, épaisse. Écrasante, elle cherche à me faire tomber dans une ornière, un précipice. Sous-équipé face aux éléments, je suis en pleine galère quand, parti du derrière de mes yeux, explose une sorte de flash qui m'hypnotise. Est-ce l'effet du froid ? Quand il se dessine au loin le spectre d'une silhouette humaine, je prends pour cible cette hallucination comme un cap que je fixe à ma perdition et je marche sans attendre dans cette direction. Est-ce que ce mirage qui s'offre à mon sauvetage n'est autre qu'un signe envoyé par mon ange gardien ? Je délire. J'espère de l'aide, oui, j'espère de l'aide, même secrètement extraterrestre, pourvu que je sorte de cette folie débile dans laquelle je me suis mis tout seul. Remarque, devant le fait accompli de votre sauvetage,
Un bienfaiteur n'a pas besoin de vous persuader de sa bienveillance. Seulement, il faudra quand même que je demande à mes employeurs le dédouanement d'une prime de risque. Quand miraculeusement devant moi je découvre une porte, étrangement juste à portée de main, j'y frappe avant qu'elle ne s'ouvre tout bonnement. L'homme qui m'accueille avec un large sourire en même temps qu'il prononce mon nom me rassure, et même si je trouve que le ton qu'il prend pour m'accueillir est un peu moqueur, je ne suis pas en mesure de refuser l'invitation qu'il me fait d'entrer. Il dit qu'il m'attendait, aussi que Monsieur Paul a déposé mon bagage il y a 5 minutes, qu'il vient à peine de partir et qu'il reviendra demain. Difficile à ce moment pour moi de prononcer le moindre mot. De froid, mes lèvres se sont collées et ma mâchoire grelottante me fait claquer des dents. Je sors alors les mains de mes poches pour faire quelques mouvements de marionnette et en voyant la couleur bleuie de mes phalanges gonflées par la basse température, l'homme se met à sourire encore plus largement. Il se fout de ma gueule, c'est clair. Quand il me propose d'aller m'asseoir auprès du feu, j'y fonce sans prendre la peine d'ôter la neige compactée sous mes semelles. Désolé. Après m'être posé, cet homme se présente comme le gardien de l'hôtel. S'il dit qu'à 7 heures les cuisines sont fermées, il dit aussi que devant mon air abandonné, il va me servir un bol de soupe avec des croûtons de pain qu'il m'apportera en me mettant sur les épaules une couverture. Ma chambre d'hôtel est bien équipée. Dans la salle de bain, je découvre une baignoire et quand je m'y installe, je perds connaissance. Dans l'eau bouillante, je me retrouve plongé dans une errance divine. Le lendemain matin, la brume a disparu, le paysage se dévoile et je reste ravi de contemplation. Si j'étais mort hier sans le savoir, j'aurais été mort de froid au paradis. En attendant, je reste mort de rire devant cet employé de l'hôtel qui essaie gentiment de m'équiper de chaussures adéquates tout en parlant avec un accent montagnard à couper au couteau. Quand je suis prête à affronter la température extérieure, je file au village. Sur le chemin, un type me fait signe qui vient à ma rencontre. C'est Paul, le garçon chargé de me seconder sur cette enquête qui n'en est objectivement pas une. Paul est un garçon du coin. Il m'a été recommandé par le maire du village quand j'ai téléphoné pour lui demander des informations sur cette Ophélia. Rapidement, Paul s'excuse pour son retard, hier, à la gare, et il demande pourquoi j'ai bravé la tempête de neige sans avoir pris de précautions. Il se demande aussi comment j'ai pu tenir si longtemps dehors sans blouson. En ne répondant rien, je présume qu'il comprend que je ne suis pas là pour parler ni de mes déboires, ni de ma force mentale. Et puisqu'il ne relance pas la conversation, de mon côté, je comprends qu'il est futé, ce gaillard. Après quelques centaines de mètres, je demande à Paul les informations qu'il a sur cette Ophélia. Il me répond qu'elle vit reclus avec son mari sur un plateau en altitude, dans un chalet difficilement accessible. Bref, rien que je ne sache déjà. Quand il me dit que le mari d'Ophélia a une très mauvaise réputation dans la vallée, je lui demande s'il le connaît. Il me répond que non. Alors tu sais, les gens qui parlent, affaire à suivre. La manière qu'a Paul de marcher est particulière. Il jette ses pieds avec insolence dans la neige tassée. On dirait qu'il n'a jamais peur de glisser, qu'il joue même à se faire des frayeurs pour se donner la possibilité de s'y rétablir avec plaisir. Il a l'esprit de la glisse, c'est certain, et son caractère jovial me plaît.
Cet engouement qu'il a de créer une sorte de déséquilibre quand il avance m'amuse autant que lui. C'est un spectacle de regarder Paul avancer dans la neige tassée qui cache souvent un peu de verglas. Il semble apprécier de se rétablir comme un chat en faisant avec son corps de petites contorsions grisantes qui lui donnent l'air d'un pantin. Les gamins aiment jouer pourvu que ça dure. Moi, je n'ai pour l'instant pas l'esprit de la glisse, et même si le paysage qui m'environne est majestueux, en ce moment je rêve de manger du poulpe grillé sur une plage ensoleillée. Avec Paul, nous avons prévu de nous rendre au domicile d'Ophélia en motoneige. Le trajet sera long, il faudra 5 jours pour s'y rendre et nous devrons bivouaquer. En attendant, Paul m'a pris rendez-vous avec un vieux berger qui est susceptible de me donner des informations sur le mari d'Ophélia. Ce berger n'est autre que son oncle. Avant d'arriver chez lui, Paul me propose de prendre un verre de vin chaud au bistrot du village, cannelle et clous de girofle. Après seulement 3 gorgées, je me sens capable d'affronter n'importe quelle tempête de neige. Paul m'explique qu'il a grandi dans une autre vallée. À vol d'oiseau, son village natif n'est pas très loin d'ici, mais pour un humain sans ailes, les cols qu'il faut emprunter pour rejoindre les 2 bouts de la montagne peuvent donner le mal de mer. Pour aller chez Ophélia, ce sera plus simple. Paul dit qu'après avoir gravi à pied le reste de cette pente sur laquelle nous nous trouvons, nous récupérerons la motoneige chez l'un de ses amis et ensuite la route sera plutôt plate mais longue. Dans la conversation, Paul tient à préciser qu'il a fait des études supérieures dans une ville, mais la connaissance qu'il a retenue de cette aventure citadine, c'est de poursuivre sa quête de simplicité en revenant au cœur du réel, comme il dit, au cœur de la nature primaire. Quand nous arrivons chez le vieux berger, nous sommes reçus à coups de calva. J'ai les oreilles en feu, je pourrais sans peine affronter un ouragan. Si l'ambiance est légère, c'est grâce aux pitreries ingénues que fait Paul, mais dès que j'interroge le vieux berger sur son neveu, la conversation se tend, le sujet dérange. Je prends donc le pli de parler de mes problèmes personnels pour ouvrir le débat. Je raconte les problèmes qu'il y a entre les membres de ma propre famille. Pour donner envie de se libérer, de se livrer, ne faut-il pas se livrer soi-même ? Je raconte que mes parents sont morts et qu'une de mes sœurs a fait du recel de succession. Juridiquement et devant le fait accompli, elle n'a pas supporté de rendre l'héritage qu'elle avait dissimulé, et sans desserrer ses mâchoires orgueilleuses, elle est devenue suicidaire. Le berger se désole pour moi, puis, naturellement, il éprouve le désir de cracher le morceau. Il dit qu'il est le parrain d'Yves, le mari d'Ophélia, le fils de son frère, donc une belle ordure. Un fou qui a assassiné ses parents et qui a fait de la prison pour ça. J'explique que mes employeurs ne sont autres que le père et la mère d'Ophélia, elle qui a coupé les ponts avec ses géniteurs et d'une manière radicale depuis 10 ans. Je précise que je veux seulement lui remettre un courrier et rien d'autre. On me sert des tartines de fromage, du calva, on voit bien que j'ai besoin d'éponger le calva. Le vieux berger dit que son neveu doit venir au village la semaine prochaine pour encaisser le loyer de la location de la maison qu'il tient de ses parents, et puis un fermage aussi, en retard sur un
pré loué l'hiver pour y faire du ski. Mais le vieux berger me prévient aussi, si jamais l'envie me prend de parler à son neveu, que je me tienne sur mes gardes. C'est un sanguin, cet Yves est imprévisible. Hargneux qui ne fait pas de sommation quand il monte dans les tours, un dingue. Dans l'inconfort, son comportement dégénère et il devient dangereux autant pour lui que pour les autres. Tout le monde ici le sait et en général ceux qui lui doivent quelque chose le lui payent sans faire d'histoire. Yves doit venir au village aussi pour acheter quelques denrées alimentaires, de l'essence et de l'agnole, beaucoup et au plus rapide pourvu qu'il déguerpisse. Le vieux berger raconte qu'il n'a vu Ophélia qu'une seule fois, le jour de son mariage avec son neveu. Après, plus de nouvelles. Il a même souvent pensé qu'elle était morte et que cet Yves faisait tout pour ne pas que cela se découvre. Mais le vieux raconte aussi qu'une de ses filles est infirmière. C'est elle qui a aidé Ophélia à accoucher il y a 2 ans. Mais le petit n'a pas survécu, pas à cause de sa naissance qui se serait mal passée, non, à cause du froid. Paraît que le gamin, quand il a commencé à avancer tout seul en rampant, il s'est échappé de la maison en pleine nuit et que ses parents l'ont retrouvé congelé au matin, mais ça encore, c'est pas certain. Yves est venu acheter des clous au village pour faire soi-disant un cercueil pour le petit. Voilà. De retour dans ma chambre d'hôtel, je me fais couler un bain et je me laisse partir mollement dans mes réflexions. Quand j'ai quitté Paul, il paraissait moins bourré que moi, et même si à un moment j'ai arrêté de boire, lui a dit que c'était son moment, qu'à partir de demain et pour les 10 jours à venir, il ne serait plus temps dans son cas de profiter de la vie, car il devrait conduire la motoneige en restant concentré. Je suis dans mon bain et je divague. C'est peut-être l'altitude aussi, le fait de me sentir plus près des étoiles. Je ne sais pas vous, mais c'est la première fois de ma vie que je pense qu'il existe un auteur hypothétique qui régit nos existences. Comme un esprit qui nous dépasse. Mais après tout, on s'en fiche. S'il tient son rôle secret, je ne vais pas investiguer sur son sujet, j'ai d'autres enquêtes plus humaines à résoudre. Et si cet auteur hypothétique s'amuse à entremêler des coïncidences autant que des contradictions dans chacun des chapitres de nos vies, avec l'assurance appliquée d'un cryptage métaphorique, je ne vais pas l'empêcher de le faire pourvu qu'il m'aide à résister au froid dehors. Je décoderai le vrai du faux de ce qui est possible de lire entre les lignes quand je serai à la retraite. Il est drôle quand même, ce Paul. Son intelligence est flamboyante et pourtant quand il a un coup dans le nez, il perd toute la vivacité de son esprit et le spectacle terre-à-terre qu'il offre est à mourir de rire. Il fera, je crois, un parfait compagnon de route. Mais profitons de ce dernier bain pour faire un bilan en ce qui concerne l'enquête en cours au sujet d'Ophélia. La page blanche se noircit peu à peu par ce que l'on me raconte, comme le paysage extérieur d'ailleurs dont l'épaisse couche de neige vient de se faire surplomber par de sombres nuages qui laissent présager le pire avenir. Je me demande si je vais trouver cette Ophélia saine et sauve. Je me demande aussi si cet auteur hypothétique cherche à nous perdre pour nous tester. Cherche-t-il à élever notre conscience sur une marche supérieure de l'escalier de la compréhension
pour que l'on comprenne sa grandeur, justement, autant que notre petitesse face aux éléments. En tout cas, on ne m'a jamais confié une enquête de ce genre. Le climat est rude et je compte sur Paul, sur son sourire angélique pour m'emmener trouver celle que je cherche, autant que pour me ramener en bonne santé et tout autant rapidement à la gare, à ce train que j'emprunterai en direction du poulpe grillé que je dégusterai les doigts de pied dans mes tongs et sur une plage de sable fin. Ah, les méandres dans lesquels me font divaguer le calva vont passer. Demain matin, j'aurai les idées claires. En attendant, même si cette ouverture d'esprit sur le cosmos n'est pas une fracture du crâne, je me sens trop partir. Je vais refaire couler un peu d'eau chaude dans mon bain, je vais me prélasser en dessoulant. Et même si je pense que le mari d'Ophélia l'a mise en cage comme dans un zoo, même s'il la nourrit de cacahuètes, je trouverai bien le moyen d'instruire cette Ophélia du vœu de ses parents. Il en faut du talent pour piloter une telle machine des neiges, et de la rage aussi pour tenir le guidon pendant des heures. Paul a cette force de la jeunesse qui lui fait croire qu'aucune barrière de la nature n'est infranchissable, pourvu que ça dure. Je suis d'humeur téméraire, mais pour l'instant je ne suis pas assez habitué à cette cavalcade pour ne pas craindre que sous la couche de neige que l'on fend à vive allure, il ne se cache une grosse pierre ou un arbre qui pourrait arrêter net notre voyage. Et pourtant, la journée se passe sans encombre, hormis la fatigue. Je sais que fatalement, si je gagne encore confiance en mon pilote, je vais finir par lâcher prise, et au final, si je ne récolte que des courbatures, ça me va. La nuit, on campe. Quelle histoire tout ce fourbi, tous ces préparatifs, juste pour dormir sans mourir congelé. Sous la tente et glissé dans nos duvets respectifs, Paul se livre un peu sur son enfance. Sa famille habite la vallée depuis la nuit des temps. Il me raconte qu'un soir, il s'est perdu dans le froid de l'hiver et il a réussi à survivre en se tapant dessus toute la nuit. Puis, quand il est enfin rentré chez lui, il a été accueilli comme celui qu'il était devenu, un homme. Il précise qu'il avait des bleus partout, c'est vrai, des hématomes, virés limite en contusion, mais il était devenu un homme, et c'est ça le principal pour un montagnard, qu'il me dit. J'essaie de stimuler sa mémoire en le relançant avec quelques questions pour qu'il me livre plus précisément les stigmates juvéniles de cette expérience, mais il s'endort en ronflant. La chance. Ce n'est pas grave. Qu'il se repose, mon chauffeur. Demain, nous allons remonter plus à même la source d'Ophélia. Avant de fermer les yeux, j'emmitoufle le revolver que j'ai apporté dans une paire de chaussettes. Le calibre est gelé et j'espère qu'il fonctionnera si j'ai besoin d'user de ses services. Avant de trouver le sommeil, comme enivré par l'altitude, béat, je philosophe. Je voudrais me servir de cette expérience en montagne pour me faire saisir par la pureté de l'air que je respire. Et pourquoi pas trouver la force de corriger mes erreurs pour aller plus à même dans le sens de ce que je suis, faire ce qu'il faut pour être plus précisément moi-même. Intérieur ou non, c'est à cela que ça sert un voyage, non ? À se rencontrer plus précisément, à faire sa connaissance. Au petit jour,
Paul me dit que dans quelques kilomètres, il n'y aura plus de réseau. Alors j'envoie quelques textos à mes employeurs déjà, pour leur dire que je suis en route vers leur fille et que je les recontacterai si tout se passe bien dans 6 ou 7 jours. Et puis, j'appelle évidemment ma petite amie. Je l'embrasse de loin et je lui demande de m'envoyer de la force à distance. Et dans un dernier baiser virtuel, je raccroche en pensant que j'ai de la chance d'avoir trouvé une compagne comme elle. J'ai longtemps espéré que ma meuf serait aussi ma moitié, mais elle est tellement remplie d'elle-même que cela me va pas besoin qu'elle soit là pour me rassurer d'être apparue dans ma vie pour me faire croire qu'en s'emboîtant, il se trouverait enfin réunis les 2 pièces qui manquaient au puzzle pour terminer le tableau. J'ai de la chance, oui, avec elle, pas besoin de parler pour se comprendre. On s'aime, alors tout est limpide entre nous. Une femme sensible, libre et heureuse de vivre, que demander de mieux ? La manière dont elle me regarde avec ses yeux qui scintillent me donne envie de voir le monde sous cet angle qu'elle voit et qui la rend heureuse. Ce matin, Paul me prévient que l'on s'apprête à passer en motoneige sur un lac gelé. Il me demande de bien m'équilibrer sur l'engin et de veiller à ne pas paniquer si la glace se rompt, de lui faire confiance et surtout de porter dans mon dos le sac rempli du nécessaire de survie. Le périple semble délicat, mais Paul connaît bien sa monture et son côté débonnaire de surfeur lui donne un air fiable. Souvent, dans mon caractère, je cherche à passer la frontière de ce qui m'est interdit, mais pas là. En ce moment, quand Paul dit quelque chose, je m'exécute. Dans ce climat, je suis novice, c'est lui le pilote et je lui lâche le contrôle. Collé derrière lui, je ne m'excite pas. J'essaie de sentir quand on doit se lever sur nos jambes pour atténuer certains chocs, après certains petits sauts qui pourraient mal nous faire rebondir sur la glace et la briser jusqu'à nous engloutir. Pas la peine d'alourdir le poids de la machine qui retombe aussi avec ma flip, déraisonnable. Alors je me shoot à la codéine. Prévoyant, je garde toujours quelques cachets dans mes affaires perso. Il y a beaucoup d'embûches à éviter sur notre parcours, tellement d'obstacles à contourner en adaptant, en changeant notre trajectoire d'un seul coup, mais jamais de cap. Pour ça, on tient notre objectif et on le garde. Pas la peine de le perdre, car c'est d'ailleurs lui qui nous fait avancer. C'est d'ailleurs elle, c'est Ophélia, qui se trouvera là au bout de notre voyage et pour nous accueillir, je l'espère, saine et sauve comme nous le serons nous-mêmes. Risquer sa vie pour transmettre une lettre, voilà le cœur de la mission. Pour un enquêteur tel que moi, ça fait des vacances à ma cervelle. Et si ce n'est pas le risque à prendre aujourd'hui qui me gêne, ni la capacité d'adaptation qu'il faut devant l'inconnu du déroulement des péripéties que nous rencontrons, ce qui me dérange, c'est le froid. Toujours lui. Il est partout où je me trouve, partout où ma pensée se perd et sans que je ne me sois préparé à lui. Quand le soleil s'éteint, le camp est monté. Le dîner sera avalé par 2 bouches affamées et quand nous serons parés, avec Paul, à passer ensemble notre seconde nuit sous la tente, ce jeune loup des montagnes s'endormira en 2 minutes. Ce soir-là, je n'aurai pas le plaisir d'entendre une histoire venue de son enfance. Dire qu'il en faut des bras pour tenir ce guidon,
Alors qu'il se repose, cet ourson polaire, on discutera plus tard, et quand il sera à l'écoute, je lui dirai combien je l'aime, tellement. Parfois j'ai peur à en vomir de passer entre deux crevasses, derrière lui qui conduit tout en n'ayant que son sourire pour me rassurer de sa maîtrise kamikaze. Quand je me réveille, Paul a déjà commencé à démonter le camp. Un autre jour s'enchaîne alors dans la blancheur panoramique et nous nous retrouvons en un claquement de doigts, comme hier soir, lovés dans notre duvet et parés à passer la nuit. Paul est un être extraordinaire. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite et pourtant j'ai le nez fin. Ils sont rares les types comme lui. En sa présence, l'état de conscience qu'ont les gens de l'époque me paraît désuète. Elle peut aller se faire réhabiller. C'est lui, le mec, qui porte la conscience moderne. Je crois que ce qui tient de l'extraordinaire ne l'est véritablement que lorsque cela paraît comestible. Un type comme Paul, au naturel de bon augure, c'est rare, et c'est ça qui dénote. Ce soir, nous n'avons pas le temps de discuter, la température extérieure vient encore de baisser, et chaque geste que l'on doit faire impose un mode économie. Le froid. Toujours lui, cet enculé qui attend pour te prendre. Cette salope qui cherche à s'installer en toi et à la moindre occasion pour rendre tes entrailles cassantes comme du verre. Avant de fermer l'œil, une fois de plus, je plonge dans mes rêveries prénuptiales. Enivré par le paysage de glace qui m'a hypnotisé toute la journée sur ce haut plateau montagneux, je suis en tête-à-tête avec les cieux. Et, même si je ne suis pas croyant, je m'ose à faire une exception. Je suis alors tenté de remettre mon existence à un Dieu qui me dépasse pour qu'il m'aide, cet auteur hypothétique, à arriver à bon port. Sans compter le chemin du retour, pour cela il faudra être pragmatique, et si, une nouvelle fois, on me prend à prier, alors que cela reste entre nous. Qui m'empêcherait, me sachant en perdition, transi dans mon duvet, de ne pas lancer une prière vers le cosmos entre deux aurores boréales. Remarque, s'il existe, cet auteur hypothétique qui a créé nos vies terrestres soi-disant à l'image de son fils prodigue, il faut qu'il sache, au vu de ce que je constate de la dégueulasserie humaine, qu'il sera difficile pour moi de croire en lui autant qu'en sa création. Il faut qu'on lui dise, malgré le fait que je ne doute pas qu'il ne le sache déjà, qu'on lui répète alors, et malgré le fait surtout qu'on puisse être sincère avec lui sans avoir besoin de prononcer le moindre mot, qu'on lui assure donc évidemment que les indices qu'il laisse pour qu'on découvre sa présence en nous, au cœur de soi-même, me paraissent être des leurs, dont les tenants et les aboutissants ne sont que de vouloir nous perdre sur la réalité de son existence. Que faut-il faire pour que nous nous trouvions, lui et moi? Voyons, je suis un enquêteur spécial, alors parle-moi. Je sais tenir ma langue, tu le sais bien, je sais garder un secret. Je délire, tu crois? C'est vrai. Mais faut avouer aussi que j'en ai de la dextérité pour bien conduire chaque enquête que je mène. Et cela ne me dérange pas de me remettre en question. D'habitude, je n'aime pas mentir, mais pour baratiner, j'ai froid. Voilà tout. Et je fais comme je peux pour animer mon flux sanguin jusqu'à ce qu'il monte dans ma tête.
Un mystère, en général, doit le rester, pas besoin de l'éclaircir, il faut seulement se réchauffer avec. Et regarde, au travers des ronflements de Paul, écoute, c'est là que se trouve l'esprit du siècle. C'est en lui que se manifeste la chair divine qui se repose après le travail. Je délire, tu crois ? Et j'ai trop l'habitude qu'il ne se trouve jamais personne pour me mâcher le travail, justement. Je connais la musique, alors ok, j'accepte de m'endormir en me forçant à ne pas résoudre cette enquête à ton sujet. Elle qui doit rester telle qu'elle, une énigme. Athée comme je le suis et comme je le resterai, vivant et aux commandes de mon intime. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Et si, pendant ce voyage, je me pose des questions d'ordre christique, et même si cet écart que je fais sur la conduite de ma réflexion est pour moi risible, je t'appelle pour que tu me réchauffes. Fais-le sans me l'avouer si tu veux. Dans mon cas, pas besoin de confirmer la règle. La rigueur que j'ai en général de juger sur les faits et qui n'existe plus en ce moment me sera pardonnable pourvu que la basse température ne gobe pas tout mon mental. Alors, joue-toi de mon instinct, si tu veux, et même si pour m'endormir tu trouves le besoin de faire apparaître dans ma pensée celle qui fait battre mon cœur sans se forcer, ma chérie, celle que j'aime et qui m'aime, je ne t'en voudrais pas de l'avoir utilisée comme une marionnette régie de ta présence, du moment qu'elle m'envoie du sang chaud dans les veines comme elle sait si bien le faire, et sans se forcer tellement je la trouve à mon goût, je ne t'en voudrais pas. Dès mon réveil, alors que je me suis couché comme une loque, un phoque même sur la banquise, je me sens dans une forme splendide. Mais, pour autant, je ne vais pas faire comme me font la majorité des gens qui prient seulement pour demander quand ils n'ont pas, alors que lorsqu'ils possèdent, leur vantardise les font passer pour seuls responsables et méritants de la chance qu'ils ont. Dès mon réveil, je reste convaincu que l'important c'est de croire, et peu importe en quoi ou en qui, le principal c'est de remercier cet autre esprit qui nous dépasse en ce jour qui est là, de nous permettre d'avoir encore les yeux ouverts. Sur ce, tellement je suis au chaud dans mon duvet, je décide de me rendormir pour oublier tout d'abord ce trait de philosophie qui ne colle pas avec la nature de mon métier basé sur les faits, et puis aussi pour rêver encore de mon amoureuse, celle qui a maintenu ma température au-dessus de 0 toute cette nuit quand je pensais à elle. Mais évidemment, Paul tient à me bousculer dans cette somnolence, et pour que j'arrête de me répandre, ce capitaine commence à replier la tente dans laquelle je fantasme. Heureusement qu'il est là. Sans lui, nous aurions pris du retard. Ce Paul qui veille sur moi sans me le dire, le fait certainement aussi pour lui. Et si en ce moment je me dis que si j'éprouve le besoin de croire en quelque chose qui m'aide à lutter contre le froid, je ne devrais pas chercher si loin, si haut. Je n'ai qu'à croire en Paul, en ce gaillard en bonne santé qui me guide dans cette montagne. Alors qu'il remonte sur sa machine assourdissante et qu'il m'invite donc à le suivre, alors j'accepterai son invitation sans broncher, car il serait pour moi tenu de l'ordre de la folie de croire que je puisse survivre ici sans lui.
alors qu'il conduise au mieux sa machine des neiges comme il sait si bien le faire, qu'il nous mène à bon port. Je réfléchirai plus tard sur l'existence de ce marionnettiste qui me fait déambuler pour aller plus loin dans mon sens, sans rien me demander, seulement de devenir plus à même d'être précisément moi-même. L'important pour l'instant, c'est de bien suivre les instructions que mon pilote me donne pour ne pas nous foutre la gueule en l'air à tous les deux. D'accord, si c'est lui, mon Dieu. Si c'est lui qui distille la bonne parole, je la boirai même sans avoir soif. Vive Paul. Pour vivre dans ces conditions extrêmes, je dois m'abandonner à la réalité des choses qu'on nous suggère et qui me dépassent. Et s'il faut m'y adapter constamment, je ne vais pas me plaindre de faire comme la nature le fait, livrée à elle-même et en proie à la connerie humaine, à ce chaos qu'elle lui impose en la forçant à aller dans le sens de sa perdition. Alors laissez-moi croire en lui, en Paul. Laissez-moi inexplicablement me tourner tout entièrement vers le guide de ma survie. Et croyez-moi, pour un enquêteur tel que moi qui n'écoute jamais personne quand il cherche la vérité, c'est un sacré lâcher-prise, une inconscience même. Allons. Stoppons cet acharnement mental à rendre grâce à mon Sauveur. Une journée vient encore de passer et je me retrouve dans le même état que la veille, lové dans mon duvet et en quête de chaleur. Si ce jour-ci a filé comme cet autre passé, me voici sur le bord du pays des rêves, en train de conjuguer ce qui est avec ce que j'imagine. Au lever du jour, pendant que la neige tombe inlassablement, avec Paul, nous remballons le camp. Quand tout le matériel est chargé sur l'annexe de la motoneige, Paul me dit que cette nuit nous avons de la chance. Il connaît un chasseur qui habite dans la zone que nous traversons et s'il accepte, nous dormirons dans son cabanon doté d'un poêle à bois. Nous aurons plus chaud que sous la tente. Après cela, nous ne serons plus qu'à 30 kilomètres de la maison dans laquelle est censée vivre Ophélia. Quand nous arrivons chez le chasseur, nous sommes reçus avec cette même gnôle qui a le don de me réchauffer instantanément les viscères. Sans avoir besoin de fournir le moindre effort pour interroger le chasseur, dès lors qu'il tient de lui-même à me raconter ce qu'il connaît du mari d'Ophélia, j'apprends qu'avant de mourir, les parents de cette Yves tenaient le bistrot du village dans lequel il y a quelques jours nous avions pris avec Paul un verre de vin chaud. La mère d'Yves servait en salle et son père derrière le comptoir. Dans ce bistrot, il était admis que la clientèle puisse ouvertement mater les fesses de la patronne, depuis que, moyennant finance, le patron avait convenu de se faire un billet en louant les services de sa femme. Après le service de midi, on pouvait la prendre à l'impromptu, mais après le service du soir, impossible, comme elle avait de nombreux clients à satisfaire. Pour être certain d'obtenir les faveurs de sa chère, il fallait réserver. Contre une pièce de monnaie, la mère d'Yves se faisait donc mettre dans le fond de la salle de billard. Son père avait aménagé un petit matelas à côté des toilettes pour rendre les heures supplémentaires que faisait sa femme plus confortables. L'affaire était propre. Avant de rabaisser son jupon, la patronne se rafraîchissait toujours avec de l'eau de source. Bah,
que ne feraient pas les humains pour de l'argent. En tout cas, ni l'un ni l'autre des parents de ce pauvre Yves ne se plaignait, sauf ce gamin, Yves, ce petit qui, en grandissant, n'arriverait jamais à trouver des excuses à la médiocrité de ses géniteurs. Après m'avoir resservi un autre verre de gnôle, le chasseur me raconta qu'un soir, sans saveur, alors que la lune était timide et qu'elle avait peine à darder ses rayons au travers de la brume, rien ni personne n'allait pouvoir empêcher l'accomplissement du pire à venir. Ne pouvant plus supporter la vérole de ce fonctionnement familial, Yves prit une lame qui traînait sur le dessus d'une miche de pain et il égorgea son père. Puis dans la foulée, grisé par le sang qui giclait, vint le tour de sa mère. Quand le gamin s'est rendu, coupable de meurtre, il n'opposa aucune résistance aux gendarmes qui étaient venus le chercher, et pour ce coup de folie, il passa 15 ans en prison. Il en ressortit pour bonne conduite au bout de 9 ans, et, ne sachant où aller, il revint à l'endroit de sa naissance, l'endroit de son double crime. Yves aurait voulu tout oublier, mais le regard dégoûté des villageois le contraint à s'isoler loin d'eux, au bout de cette plaine de haute montagne. Yves est aussi chasseur. Il vend des peaux de bêtes. Mieux ne vaut pas le croiser. Devenu à moitié dingue, il se trimballe toujours avec son fusil. La nuit tombe. Avec la gnôle, stagnant dans mon duvet, je divague pourtant à des années-lumière. Le lendemain matin, alors que le chasseur qui nous accueille s'apprête à sortir dans le froid pour relever ses pièges, Paul me parle du plan qu'il a concocté. Il a cette idée d'attendre que le mari d'Ophélia passe devant la maison du chasseur pour se rendre au village faire ses courses. C'est le seul chemin, me dit-il, et après qu'il soit passé, nous serons certains de ne pas le croiser chez lui. Je ne réfléchis pas longtemps avant d'accepter. Alors, après avoir mangé de la viande grillée pendant 3 jours, quand nous voyons enfin la motoneige du mari d'Ophélia passer devant la maison du chasseur, nous décidons de décaler. C'est le moment, il ne faut pas tarder. Dans 30 kilomètres, nous aurons atteint notre but. Un dernier effort pour se glisser dans les méandres de cette nature sauvage, et bientôt ce climat hostile ne sera qu'un souvenir. Chargé à bloc, je ne crains plus le blizzard ardent et l'entaille que la motoneige du mari d'Ophélia a tracée dans la neige et que nous empruntons nous fait avancer rapidement. J'espère seulement que notre trace à nous, celle qu'a laissée notre moto dans la neige, ne deviendra pas une empreinte interrogative pour ce mari assassin et qu'il ne rebrousse chemin pour savoir qui et pourquoi quelqu'un se promène dans la zone inhabitée de son territoire. Le morceau d'histoire que je connais de cette Yves me rappelle comment les parents peuvent flinguer la vie d'un enfant. Son passé tortueux se fracasse sur les rebords de ma cervelle en me dégoûtant. Pourtant, c'est vrai, je ne suis pas un saint. Je sais trop ce que ressentent ceux qui ont déjà tué. Dès la première goutte de sang versée, on se transforme, et pour forcer sa culpabilité à ne pas se rendre suicidaire, on se persuade, dans le déni du vivant, qu'on n'a pas peur de la mort, une habitude. On ne croit plus en rien, c'est sûr, plus en l'homme devenu mortel, et encore moins en soi-même.
Celui qui tue peut aussi se considérer tel un dieu, mais dans une autre mesure plus intimiste, dans l'essence même de sa réflexion personnelle, s'il pense que Dieu le Père existe, après qu'il ait tué sa création, il devient son égal, son adversaire même. Alors ce Dieu n'a plus qu'à s'abreuver de la pisse que son sexe lui projettera au visage à chaque fois qu'il ôtera une autre vie de l'une de ses créations. Quel esprit puissant peut arriver à prendre la responsabilité de tout accomplissement final? Un fou, nihiliste errant dans le chaos qu'il crée. La solution pour ne pas se tuer soi-même, c'est de se trouver des excuses. Puis vient la dégringolade. Elle est inévitable, et rien n'est plus évident pour un être en perdition que d'emporter le monde alentour dans sa chute. Il faudrait qu'on soit doté d'un esprit de sacrifice pour ne pas le faire, et c'est rare. Puis quand on n'a plus rien à perdre, quand on a perdu son âme, quand même le divin créateur, cet auteur hypothétique qui me fait de l'œil depuis ce périple en montagne, n'arrive même plus à se dédouaner d'avoir inoculé sciemment une maladie morbide à sa créature pour anéantir sa création ratée, on devient comme absent de soi-même et on exécute le caprice de sa propre déchéance. On s'exécute comme un robot, une machine mal programmée, et puisqu'on porte en nous ce virus qui mène à notre autodestruction, on se dit que cela n'est pas grave, et en attendant qu'il rende ses offices, ce virus, on essaie de survivre sans encombre, et on tue encore. Il serait logique pour moi que ce divin créateur doive terminer l'histoire qu'il a écrite de la race humaine en apothéose et en participant de lui-même à son scénario. Puisqu'il s'est distribué le premier rôle, qu'il l'assume et qu'il montre l'exemple en mettant lui-même fin à l'éternité de son existence, alors enfin je pourrais croire en lui, moi, l'inspecteur Amazon, qui n'a pas peur de tuer pour ne pas l'être. Alors, même à ce moment qu'il s'avouera à moi en n'étant plus, je pourrais partir tranquille et enfin clore cette enquête qui me hante depuis le début de ce périple en montagne, et je pourrais enfin mourir à tout jamais devant cette vérité immortelle. Ce Dieu du début et de la fin n'a plus que cette option pour me convaincre de sa réalité. La mort, une délivrance. Et si de cette histoire que vous lisez, que vous entendez, rien ne se livre, c'est qu'il n'y a pas de mystère et pas de secret non plus. Quitte à crever de froid, cadavre véridique, je voudrais sourire une dernière fois et sans raison. Est-ce cela la béatitude ? Quand disparaissent les grimaces que l'on nous force à faire en entendant parler de ce que l'on ne peut comprendre sans avoir ressenti. Quand un vent chargé d'une fraîcheur nouvelle viendra souffler sur moi ce remède à ma vie, croyez bien que je serai mort de rire et recroquevillé sur un œil pour ne plus laisser aucune de mes forces mentales se refuser d'aller vers l'éternité, alors je vous dirai bonjour. Pardonnez-moi si mon esprit divague, pardonnez-moi. Je crois être entré en phase d'hibernation.
Le froid est un démon qui amplifie son pouvoir dans le blizzard. Heureusement que Paul, se sentant inquiété par les mouvements en contretemps qui me faisaient brinque-baller sur le siège passager, a de suite arrêté la motoneige pour prendre soin de me réchauffer, sinon j'y passais. J'ai dû trop vivre de confort chez le chasseur, et j'ai dû perdre toute la résistance que j'avais acquise les nuits précédentes. Paul m'a tapé dessus, puis il m'a emballé dans une couverture de survie. Ainsi, ce monstre glacial qui voulait me prendre a repris en solitaire la route qui mène aux enfers. Le blizzard s'étiole et disparaît. La température remonte. Ce voile rempli de particules de glace qui me cinglaient le visage a laissé place au calme stagnant d'un air compacté de froid que je suis plus à même de domestiquer. Clap de fin pour ce film d'épouvante. Passons au suivant. Paul me dit que nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres de la maison d'Ophélia. Dans la trace fraîche qu'a laissée son mari, nous avançons rapidement. Sur le siège passager, je sors mon revolver de mon sac à dos et je le colle contre mes testicules, histoire que le canon se réchauffe. Je n'aime pas être surpris et cela me rassure d'avoir mon matériel à portée de main. Besoin d'être équipé. Puisque nous avons vu passer Yves, il ne sera donc pas chez lui, mais je me doute qu'il n'est pas stupide. Je me doute que même si la trace que notre motoneige a laissée pour venir jusque chez le chasseur a été partiellement recouverte de flocons, il se trouvera bien quelques endroits plus en aval où les traces seront visibles. Et je sais que les chasseurs de cette région sont aussi de bons pisteurs. Cet Yves va se rendre compte, par une déduction de poids selon l'empreinte laissée dans la neige, que nous sommes deux sur cette moto, et il voudra savoir pourquoi nous sommes entrés dans sa zone. C'est évident qu'il va rebrousser chemin pour nous surprendre. Affaire de temps. Comme un idiot, je reste émerveillé par le bal gracieux que la nature offre à mon regard, et même si je suis déterminé à accomplir au mieux cette mission, hypnotisé, je rêve éveillé, le regard fixé sur la jauge d'essence de la motoneige, prêt à prendre un bidon sur l'annexe que nous tirons depuis le début du voyage, pour recharger le réservoir de notre mule. J'espère effectuer un arrêt au stand qui se passera aussi rapidement que dans les courses de Formule 1. Je n'ai pas peur de cet Yves. Il est comme tous les humains, deutérostome. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est développé dans l'utérus de sa maman, c'est son anus qui s'est formé avant toute autre ouverture, ce qui implique qu'il est, comme vous l'êtes vous-même autant que moi, de prime abord, un trou du cul. C'est amusant de constater que certaines personnes de ma connaissance ne se seront pas développées au-delà de ce stade et qu'ils seront restés dans cet état leur vie entière. Dernier kilomètre. Accroché à Paul, mon passé s'échappe, le présent reste figé et il n'y a plus devant nous qu'un avenir incertain. Si je souhaite qu'il perdure, je souhaite aussi qu'il cesse de me forcer à reprendre mon souffle dans cet air glacial qui me brûle la trachée.
En d'autres circonstances, je trouverais de la dextérité nécessaire pour modeler le temps, à faire qu'il s'arrête ou bien qu'il s'étire, mais en ce moment, frigorifié, je le laisse aller sans y prêter d'autres intentions que de vouloir qu'il continue d'avancer. Encore un bloc de glace à éviter, et dans quelques minutes, je serai fixé. L'acmé de la mission est proche, bientôt le chemin du retour, et sans m'en rendre compte, sur cette motoneige, je viens peut-être de réussir à dégager un espace entre le divin et mon ego. Pour la première fois, mon apparence de cafard emmitouflé de plumes d'oie met en évidence le vide stylisé qui me qualifie. En trouvant Ophélia, j'espère réussir à trouver ce morceau de moi-même qui me manquait pour enfin véritablement m'accomplir. Je viens en tout cas de me détacher de tous ceux qui, sur mon chemin de vie, m'avaient prédit des difficultés parce qu'ils ne comprenaient pas là où je regardais. Ils ne m'influenceront plus. Leur regard pitoyable vient de s'éteindre en moi pour laisser place à une joie lumineuse qui vient d'effacer miraculeusement toutes mes souffrances. Puisque je suis en train de le créer, mon avenir se trouve devant moi. De l'écrire aussi et au même titre que cet auteur hypothétique. Pris dans la froideur sauvage et défoncée des méninges, cela ne me fait plus triper dans le dur en délirant. Quand enfin une porte se trouve devant moi, j'y frappe. Elle s'ouvre, triste et fatiguée, apparaît Ophélia. Je lui dis que je viens de la part de ses parents, et tout de suite, Ophélia se met à pleurer. Passé ce profond sanglot, elle reprend son souffle pour me supplier de déguerpir. Mais Paul insiste. Prétextant qu'on ne puisse laisser quelqu'un dehors par ce froid, d'un air débonnaire, il s'impose et franchit la porte. Son désir d'entrer pour se réchauffer est trop fort. Ophélia se dégage, obligée du seuil de l'altière. Tandis que Paul se repose, je demande à Ophélia pourquoi elle est attachée par le cou à cette chaîne qui semble la laisser pourtant se mouvoir dans presque tous les coins de la maison. Sur le visage d'Ophélia, des larmes coulent. Elle me supplie de partir, me dit que son mari va revenir, qu'il est fou mais pas si méchant qu'il n'est paraît. Je retourne à la motoneige et je reviens avec une pince coupante pour la délivrer du cadenas qui la rendait captive. Ophélia est triste et fatiguée. Ophélia est triste et fatiguée. Elle explique que son mari est parti au village, qu'il doit revenir dans 8 jours, mais elle suppose aussi qu'il va voir nos traces laissées sur la neige et qu'il va fatalement s'interroger sur ce que nous sommes venus faire dans sa zone, car personne ne vient dans ce périmètre sans son approbation. Je réponds que nous l'avons vu passer justement sur sa motoneige avant d'attaquer les 30 derniers kilomètres qui nous ont menés ici. Il va venir et il va tous nous tuer, hurle-t-elle d'un seul coup. Ophélia nous intime de partir illico, mais comme j'ai brisé le cadenas qui la maintenait attachée au câble en acier, elle panique. Son mari ne va pas apprécier. Alors Paul se lève d'un seul coup de son fauteuil et il la gifle avant de la prendre dans ses bras. Ophélia réfugie son visage dans le cou de Paul et après qu'il ne lui ait glissé un mot à l'oreille, je la vois se détacher de lui en esquissant
un sourire. « Maintenant partons, dit Paul, et tout de suite. On peut tenir à trois sur cette moto. Retournons chez le chasseur et cachons-nous chez lui le temps de préparer notre voyage de retour. » 10 minutes après, Ophélia a fait son bagage et nous voilà en route tous les trois, avec comme simple objectif de ne pas se faire piéger par le mari. Arrivé chez le chasseur, on s'arme sans autre choix qu'attendre. Ophélia s'endort et Paul décide de veiller. Il veut surveiller la zone pour ne pas se faire surprendre par le mari. De mon côté, je me cale dans mon duvet et me voilà sur le tarmac en direction des rêves. La piste est dégagée, parée pour le décollage. Attention, 3, 2, 1, le voyage peut commencer. Cette nuit-là, je rêve d'être un mouton noyé dans un troupeau et mené par un berger qui semble être lui-même muet, telle une marionnette au service d'un monstre affamé qui nous conduit à l'abattoir. Il faut nourrir la bête immonde, l'œil de la malice avec de la chair exaltée. Dans ce troupeau, il se trouve quelques moutons qui tentent malicieusement de plaire à ce puissant. Certains arrivent à en tirer profit dans une sorte de pourboire qu'ils reçoivent et qui les fait se mettre à genoux, mais quand nous arrivons à l'abattoir, ce sont eux les premiers dont la bête veut se nourrir. Sans nulle autre raison que sa faim à combler, ce puissant les dévore. Tu ne comprends pas ce que je te raconte, hein? Ceci n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. La sépulture organisée de notre civilisation. L'avenir des hommes est déjà écrit, enfermé dans un livre dont l'auteur est cannibale. Le lendemain matin, j'ai peine à me réveiller de ce film d'épouvante. Et quand j'ouvre enfin les yeux, je trouve Ophélia à la fenêtre qui surveille pour voir si son mari débarque. Je m'extrais de mon duvet et je trouve Paul et le chasseur dans la cuisine en train de nettoyer leurs fusils respectifs. Alors je me dis que je viens de quitter un cauchemar pour un autre réel. Cette nuit, j'ai eu encore froid. J'avale un petit déjeuner et je m'approche d'Ophélia pour lui dire que ses parents l'aiment. Gênée, elle se cache les yeux avec ses mains. Je n'ose imaginer la vie horrible qu'elle a dû avoir en compagnie de ce monstre de mari. Puis, je traîne un peu dans la maison et je décide enfin de nettoyer mon revolver. Quand j'allume la radio, je tombe sur le récit d'un inventeur. Sa voix suave m'aide à me concentrer sur ma tâche. Cet inventeur dit que si le développement progressif de l'humanité dépend de ses inventions, pur produit par excellence de son esprit créateur, son but ultime est la maîtrise totale du monde matériel par l'exploitation des forces de la nature et pour les besoins de l'homme. Mais il dit aussi que si les inventeurs appartiennent à une classe privilégiée, sans laquelle la race humaine aurait péri depuis longtemps dans une lutte pénible contre les éléments impitoyables,
c'est aussi ceux qu'on cherche à faire taire, eux dont leur création dérange les commerces. Il pose la question de savoir si la population exulte son mal-être dans le déni de liberté qu'elle n'a apparemment plus. Il conclut en disant que c'est à nous de le dire. Lui, qui a déménagé depuis longtemps dans un autre hémisphère. Le récit que cet homme égrène à la radio me décongèle les neurones et je suis attristé quand il dit que, malheureusement, le gros de son travail est méconnu à cause de la révolution que ses inventions pourraient apporter à notre quotidien. Mais tendons l'oreille à ce qu'il nous conte. On a construit des aéronefs dépourvus d'ailerons, d'ailes et d'hélices ou d'autres accessoires externes qui sont capables d'atteindre des vitesses astronomiques et susceptibles de fournir des arguments de poids en faveur de la paix dans le monde. Un appareil de ce type, dont le démarrage et le fonctionnement ne se font que par réaction, doit être commandé avec des ondes hertziennes. J'imagine, dans un futur proche, qu'on finira par inventer des robots capables d'agir comme s'ils avaient une intelligence propre. Leur avènement pourrait créer un grand changement, mais ils serviront sournoisement comme armes de guerre et ils finiront par remplacer simplement les armes à feu. Mais ce qui est le plus regrettable, c'est que le traité de paix entre les mondes inclura toujours une politique de répression. Il sera possible pour un pays de se battre sans armée, sans navires et sans armes de destruction massive, mais avec des armes bien plus terribles dont l'action et la portée destructrice sera sans limite. Alors l'ennemi pourra détruire une ville à n'importe quelle distance et sans aucune puissance terrestre ne puisse l'en empêcher. Si nous voulons conjurer cette catastrophe menaçante et éviter une situation susceptible de transformer le monde en enfer, nous devrions accélérer le développement de machines volantes à la transmission hertzienne. Pour ma part, j'ai déjà pu jouir, plus que je ne le demandais, du plaisir exquis de me couper de tout ce qui existe, pour ainsi me plonger entièrement dans la sphère éthérique, tant et si bien que pendant longtemps, j'ai vécu de manière quasi permanente dans une extase mystique. Si vous souhaitez étudier mes brevets, je vous invite à poursuivre cette enquête sur Internet. Et n'oubliez pas que pour moi, l'activité mentale est synonyme de travail. C'est à elle que j'ai consacré toutes mes heures de veille. Mais si tu donnes au travail la valeur d'une performance définie à réaliser en un temps donné et selon des règles strictes, alors, c'est vrai, je dois être le pire des paresseux. Quand j'éteins la radio, Ophélia pleure. Lovés dans les bras de Paul, ils ont l'air de s'être trouvés, ces deux-là. Je prends mon tour de garde à la fenêtre et après le déjeuner, Ophélia me taxe une cigarette. Son mari lui a interdit de fumer. Il dit que ça fait mauvais genre alors que lui, il s'allume clope sur clope. En recrachant la fumée, Ophélia parle à haute voix. Elle laisse échapper que, depuis qu'on met des frontières entre les différences, il n'y a plus de limite à la connerie. Je comprends qu'on puisse, pour ne pas penser à sa condition, philosopher sur certaines qui se trouvent pires que la sienne. Ophélia est triste et fatiguée de se rendre compte qu'on ne parle jamais des gémissements que font les 9/10 de la population planétaire en reprenant par intermittence leur souffle, écrasés sous la surface de notre nature qui se débat pour survivre. Elle a beau les cacher, ces vagissements à elle,
je les entends. Ophélia me dit qu'Yves, son mari, est persuadé de tout connaître, ce qui lui donne le droit avec obligeance de se dédouaner des tâches en les distribuant à celle qu'il juge plus inculte que lui, elle, Ophélia. Cette femme soumise en position de faiblesse devant la force de cet homme des montagnes, elle, Ophélia à qui son mari rabâche des leçons en donnant l'ordre de les apprendre par cœur, avec l'ordonnance convenue d'accepter sans rechigner ce goût forcé qu'il a sur les choses de la vie. Elle, Ophélia, esclave moderne qui s'exécute. Prise en otage, elle qui arrive à travestir la souffrance qu'elle a en remerciement pour son bourreau, quand il n'a plus la force de la battre, quand il n'a plus envie de violer son corps et son esprit. Je regrette d'avoir fouiné dans sa mémoire. La belle Ophélia est devenue triste et fatiguée, soumise, angoissée, et remplie de doutes. Je sens le poids de ses regrets s'écraser dans chaque mot qu'elle prononce. Elle me raconte que le soir de sa nuit de noces, quand son mari l'a battue pour la première fois, c'est à ce moment-là qu'elle a enterré l'espoir qu'elle avait d'être un jour heureuse. Depuis, elle survit, avec ce détraqué et dans cette baraque isolée du reste du monde, coincée dans une relation toxique, honteuse, elle est devenue sauvage. Avant de m'étendre dans mon duvet, afin de décoller pour un nouveau voyage plus intérieur, je demande à Paul s'il peut venir une seconde. Je voudrais son avis sur l'idée que j'ai. Il s'arrête alors de discuter avec Ophélia, se lève de son siège et s'approche. Ce que j'ai à lui dire est simple. Comme j'ai remué la merde, je m'incombe la responsabilité de la nettoyer. J'ai décidé de liquider le mari. Yves doit mourir, et je ne vais pas attendre qu'il nous surprenne ici. Dès demain, je veux partir pour le pister, et j'ai besoin d'un chauffeur. Avant de me répondre, Paul se redresse, puis il me fixe avec un sourire. Les grands esprits se rencontrent. Mais avant qu'il m'avoue avoir eu la même idée, le chasseur qui nous accueille chez lui nous interrompt. Les bruits de bouche aigus qu'il fait avec sa bouche nous font comprendre, à Paul et à moi, qu'en entendant nos propos, le chasseur ne partage pas notre opinion. Quand il avance vers nous en balançant le menton de gauche à droite, avec Paul, nous nous attendons à ce qu'il déverse les contre-arguments qu'il a pour nous toiser ainsi. Droit dans ses bottes, le chasseur marque un temps d'arrêt, et toujours avec ce même genre de petits bruits aigus qui sortent de sa bouche, il nous demande de dégager l'entrée de chez lui. À ce moment, j'ai bien peur qu'il n'ait décidé de nous virer, mais je reste stoïque. Heureusement, car quand le chasseur ouvre la porte, nous comprenons avec Paul qu'il va seulement vidanger tout le calva qu'il a bu dans son jardin. Alors nous éclatons de rire, complices avec Paul, et nous regardons le chasseur tituber jusqu'au premier arbre à portée de son sexe. Devant les difficultés qu'il semble avoir pour déballer son engin, nous rigolons encore plus
quand d'un seul coup, une détonation venue de nulle part le foudroie pendant qu'il pisse. Aussitôt Paul referme la porte et se saisit de son fusil en ordonnant à Ophélia de se cacher à plat ventre sous le lit. Comme je n'arrive pas à mettre la main sur mon revolver, de mon côté, je rampe alors sur le plancher jusqu'à me saisir de l'arme du chasseur. Puis il se passe un long moment d'attente dans lequel rien ne se passe en vérité, seulement nos envies réciproques à Paul et à moi d'en finir avec cet Yves monstrueux. Doucement, Paul se rapproche de moi et il me propose d'attendre le bon moment pour sortir par la porte de derrière, ensemble, et de courir une centaine de mètres avant de nous séparer, chacun de notre côté, dans l'objectif de brouiller les pistes et afin que l'un de nous arrive à surprendre celui qui vient de tuer devant nous. N'ayant pas d'autre stratégie, j'acquiesce celle qu'il me propose et j'attends son signal pour œuvrer. C'est le moment. Le mari vient de tirer une seconde fois dans la fenêtre du devant de la maison, alors on sort vite par derrière. Avec Paul, nous ne réfléchissons pas, nous fonçons chacun de notre côté dans l'espoir de débusquer le tireur. J'essaie de marcher dans la neige à pas de loup, mais ça fait trop de bruit. Alors pour m'ouvrir un angle de tir plus précis sur celui qui se tient en poste et qui doit certainement nous mettre en joue, je décide de grimper à un arbre. Mais sous le ciel étoilé, je ne vois personne. Quand j'entends Ophélia hurler qu'elle s'apprête à sortir de la maison, j'attends de voir ce que va faire le mari. « Tu peux m'abattre, lui crie-t-elle, je me laisserai faire. Allez, tire, espèce de monstre !» Quand le mari se dévoile. Je décide alors de grimper un peu plus haut sur mon arbre pour mieux voir la scène. Et quand le mari se rend bien visible, qu'il avance vers Ophélia et qu'il entre dans mon champ de vision, je le fixe comme cible avec mon fusil tout en supposant que Paul, de son côté, en fait autant. Avant que je n'appuie sur la gâchette, je vois Ophélia dégainer le revolver que j'avais apporté pour l'enquête, et quand elle tire sur son mari, il tombe. De retour à l'hôtel, j'allume la radio dans l'espoir d'écouter la fin de l'interview de l'inventeur de l'autre jour. De retour au confort, je comprends que c'en est terminé des nuits sans sommeil qui me faisaient suffoquer comme un cochon méphitique. Et même si je ne reste qu'un trou du cul microscopique qui déambule avec d'autres trous du cul et dans un espace clos, ce que je viens de découvrir à l'intérieur de moi, cette existence débordant d'une autre forme de vie ne sera plus un vide angoissant. Cet autre trou rempli de matière noire qui me rongeait l'âme, hier encore, vient de disparaître. Je ne serai plus ce marin effaré par la gangrène qu'il voyait se développer chez son capitaine. Je ne regarderai plus ce bateau sur lequel je naviguais partir à la dérive jusqu'à ce qu'il rencontre une tempête qui lui serait fatale en ne faisant rien d'autre que suivre les ordres d'un condamné à mort qui avait décidé de m'entraîner dans sa perdition. Maintenant, terminé. J'ai pris le pouvoir sur celui qui dictait ses conditions. Maintenant, c'est moi le chef de bord, le capitaine. Quand j'ai laissé Ophélia et Paul sur le quai de la gare, j'ai eu le plaisir de constater la manière qu'avaient ces deux-là de se regarder. Je leur souhaite tout le meilleur.
Ophélia a passé sa vie engluée dans la mélasse du goût de son mari. Et même si de vivre entouré de médiocres, on ne devient jamais brillant, qu'on se ternit jusqu'à se confondre avec la noirceur de la connerie de ceux qui imposent leurs dictats, j'espère qu'avec le temps, cette Ophélia trouvera un peu de bonheur. Ce que je retiens de cette expérience en montagne, c'est qu'il ne faut en aucun cas se résoudre et s'arrêter d'aller vers l'accomplissement des rêves que nous faisions enfants. En vieillissant, je crois que je m'étais arrêté devant une marche qui me semblait trop haute de sur cet escalier de la connaissance, et de sur lequel j'étais monté en étant pourtant persuadé de le gravir sans peine. La peur est une maladie qui se glisse dans l'âme de ceux qui l'accueillent, et prendre de la hauteur sur les choses ne m'effraie plus. En sentant la morsure du froid, j'ai compris que ce que l'on aime aujourd'hui n'est peut-être pas ce que l'on aimera demain. Et toi, quand tu entendras l'appel de ta voix intérieure, te demanderas-tu pourquoi tu ne décroches pas ?